bonjour et bon réveil. Merci d'être sur i24 News avec nous ce matin. Voici les titres à la une de l'actualité. Blanchiment, compte caché, millions de dollars de pots de vin. On revient ce matin en détail sur ce que la justice américaine décrit comme une corruption endémique à la FIFA. Et on tente de comprendre comment Sepp Blatter est passé entre les mailles du filet de la justice. La faim dans le monde recule. Pour la première fois depuis que ces chiffres existent, le nombre de personnes en sous-alimentation est passé sous la barre des 800 millions. Mais le constat est toujours là. Une personne sur 9 ne mange pas à sa faim. En Israël, une semaine après la constitution de son gouvernement, Binyamin Netanyahou enchaîne les limogeages de directeurs de ministères. Il continue également de scinder les portefeuilles en réduisant les prérogatives de ses ministres. Mais où va Bibi? On se pose la question ce matin. Et puis le Moyen-Orient a connu hier un nouveau pic de chaleur, canicule record depuis plusieurs années. Le thermomètre a grimpé jusqu'à 45 degrés. Enfin, depuis que Johnny Hallyday a affiché fièrement un tatouage de sa femme nue, la tendance est complètement relancée. Loin d'être réservée aux vieux rockers, il est un accessoire de mode incontournable. Bienvenue à tous. Journée noire pour la FIFA hier. Vaste coup de filet anticorruption à Zurich. Plusieurs cas de la fédération arrêtés et bientôt extradés vers les États-Unis. Quelques heures plus tard, la justice suisse a prononcé l'ouverture d'une enquête sur l'attribution des Coupes du Monde 2018 et 2022. Chloé Demoulin. Pour la ministre américaine de la Justice, c'est une certitude. L'attribution de la Coupe du Monde de football 2010 à l'Afrique du Sud était corrompue. Ils ont eu des responsabilités importantes à tous les niveaux pour bâtir des terrains de football aux pays émergents et organiser la Coupe du Monde. Ils étaient supposés garder les règles qui rendent le football honnête et protéger l'intégrité du jeu. À la place, ils ont corrompu le marché du football et protégé leurs intérêts pour s'enrichir. Loretta Lynch a d'ailleurs fait savoir que d'autres inculpations n'étaient pas à exclure. Ce mercredi à Zurich, plusieurs hauts responsables de la Fédération internationale de football ont été arrêtés. 6 d'entre eux ont d'ores et déjà fait savoir qu'ils s'opposent à leur extradition. Parmi eux figure notamment Jeffrey Webb, vice-président de la FIFA et président de la Confédération de football d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes. Eugenio Figueiredo, également vice-président de la Fédération, ou encore Eduardo Lee, président de la Confédération de football du Costa Rica. Pour l'heure, Sepp Blatter, le patron de l'organisation et candidat à sa propre succession, ne fait pas partie des personnes interpellées. Au total, 9 élus de la FIFA et 5 de ses partenaires ont été inculpés de corruption par la justice américaine pour des faits s'étalant sur les 24 dernières années. Les accusations portent notamment sur des attributions de Coupe du Monde, de droits de marketing et de télévision. Le siège de la Confédération de football d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes, situé à Miami, a été perquisitionné, tout comme celui de la FIFA à Zurich. Plusieurs comptes suisses sur lesquels auraient transité les sommes incriminées ont également été bloqués. Malgré ce scandale, la FIFA a décidé de maintenir dans les 2 jours l'élection de son nouveau président. Comme je l'ai dit auparavant, ce sont 2 choses qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Donc nous suivons notre agenda et l'élection aura lieu comme prévu. Cette affaire de corruption n'en reste pas moins un choc dans le monde du football. Et à la tête de cette machine de guerre qu'est la FIFA, un homme sulfureux, Sepp Blatter. À 79 ans, le président de la FIFA, qui brigue un 5e mandat, aime se présenter comme un capitaine qui ne quitte pas le navire en mer agitée. Mais peut-il rester à la barre avec ce tsunami? Il a annoncé qu'il maintiendrait bien sa candidature à sa réélection demain. Rudy, vous nous brossez son portrait. Oui, et pour tous les amoureux du foot, Sepp Blatter, c'est celui qui incarne le business, le symbole du foot business. En 4 mandats et 17 ans de présidence, il n'a cessé d'incarner l'argent roi au détriment de l'intérêt sportif. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que Sepp Blatter, c'est le fils spirituel d'un autre homme symbole de l'argent roi dans le sport, João Havelange. C'était le président de la FIFA de 74 à 98. Les 2 hommes ont commencé à travailler ensemble dans les années 70. Blatter, qui travaillait à l'époque au JO pour l'horloger Longines, entre à la FIFA au
milieu des années 70 et Havelange est donc celui qui va poser la base du foot business. Ça veut dire ouvrir la Coupe du Monde à plus d'équipes, augmenter les droits télé, ça c'est ce qui s'est fait dans les années 80. Et Blatter, lui, va apprendre quelque peu dans son siège et il devient donc enfin en 1981 secrétaire général de la FIFA, et des mauvaises langues disent qu'il va lui donner aussi toutes les méthodes, même les moins nobles, pour conquérir et conserver le pouvoir. En 98, il devient enfin donc président de la FIFA et on parle dès 99 d'un système Blatter avec ce livre qu'on va voir de David Diallo, How They Stole the Game, comment ils ont volé le jeu. Alors justement, c'est quoi ce fameux système Blatter? Alors c'est ce qui le rend indéboulonnable malgré les critiques. Alors selon les accusations, il arroserait allègrement de budget les minuscules fédérations qui n'en ont pas forcément besoin. Alors par exemple, selon RTS, 5 millions de dollars auraient été versés à l'île de Montserrat dans les Antilles, 1 million de dollars à Libreville au Gabon. Officiellement, on rénove des stades, officieusement, on achète des voix. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que lors d'un vote comme celui qui va avoir lieu vendredi, la voix d'une très petite fédération compte autant que la voix d'une grande fédération comme la France ou l'Allemagne. Et il faut aussi dire, à sa décharge, que Sepp Blatter, c'est un homme très populaire dans cette partie du monde, tout simplement parce qu'il a amené la Coupe du Monde là où elle n'était pas, c'est-à-dire en Asie et en Afrique, et il jouit aussi d'une grande popularité chez les présidents de ces fédérations autrefois oubliées. Donc c'est une popularité qui pour lui est suffisante pour oublier le débat, refuser le débat à ses adversaires. Il est très sûr de lui, écoutez-le, c'était il y a quelques jours. Mon manifeste est le travail que j'ai accompli à la FIFA. Je suis depuis maintenant 40 ans à la FIFA et donc 15 ans en tant que président. Ceci est mon manifeste. Voilà, seulement le style Blatter est loin de faire l'unanimité. Oui, parce que la liste des choses qui sont reprochées à Sepp Blatter est plutôt longue. Alors déjà, l'attribution des 2 prochaines Coupes du Monde, on en a parlé, Russie et Qatar, on l'accuse d'avoir été peu regardant, par exemple sur le thème des droits de l'homme ou encore voilà, on parle aussi beaucoup des centaines de morts qu'il y a déjà eu sur les chantiers du Qatar en 2022. Puis il y a aussi l'intérêt sportif qui passe au second plan, c'est ce que je disais au début de cette chronique, c'est que finalement la Coupe du Monde du Qatar va se jouer en hiver et ça ne s'est jamais vu, au détriment donc de l'intérêt sportif. Et puis il y a aussi le style Blatter, on le reproche d'avoir dérapé plusieurs fois ces dernières années. En 2010, il invite les homosexuels à s'abstenir de toute activité sexuelle pendant la Coupe du Monde justement de 2022. En 2012 sur Canal+, il nie en bloc le fait que le dopage existe dans le football alors qu'il y a eu des cas avérés. En 2014, c'est le racisme qu'il nie en disant que ce n'est pas du racisme, c'est simplement des faits de jeu. Tout ça fait de Blatter un des personnages les plus décriés par ceux qui aiment le football. Maradona parle d'un dictateur à vie, Platini qui était un de ses proches, parle de menteur et l'ancien président de la Fédération anglaise de football, Sir Lord David Cheeseman, compare Blatter à Vito Corleone carrément. Et regardez les réactions des internautes hier, très très sévères. Voilà, on le voit avec donc les mains noires, et puis on voit aussi cet autre internaute qui nous présente la chambre des dirigeants arrêtés hier. Visiblement, ils n'ont pas eu le temps de faire du rangement, nous dit-il. Et puis pour Claude Pez, eh bien, pourquoi Blatter va s'en sortir? Parce qu'il avait déjà 9 alibis par jour depuis 1936. Voilà, reste à savoir s'il sera réélu à son propre poste dès demain, si le vote se maintient. Merci Rudy. Et en marge de ces affaires qui secouent la FIFA, le congrès annuel qui se tient en ce moment en Suisse est lui, pour le moment, maintenu. Tout comme l'élection, on l'a dit, pour le moment, de son prochain président. Autre vote attendu dès demain, le Congrès va statuer sur la suspension d'Israël de la fédération à la demande des Palestiniens. Daniel Haïk, bonjour. Est-ce que ce vote sur la suspension d'Israël se maintient demain ? Pour l'instant, on ne le sait pas encore. Il y a une demande de la part de l'UEFA, des Européens, dirigés par Platini, de suspendre tout simplement le Congrès. Pas de vote pour l'exclusion d'Israël. Non, on est dans une situation extrêmement dans l'expectative, et on a le sentiment que quelque part, il risque d'y avoir des problèmes. On ne comprend pas comment, dans un contexte international comme celui-là, avec ce scandale qui éclate et qui éclabousse la FIFA pourrait se permettre de prendre le risque de mêler sport et politique, alors que, pas plus tard que la semaine dernière, Blatter était ici en Israël. Il a rencontré les présidents de la fédération israélienne et palestinienne dans une tentative de trouver un compromis. Il a échoué. Il a échoué et il a tenté à nouveau hier il les a rencontrés, il a tenté à nouveau hier de le faire. On constate que Djibril Rajoub, le chef de la délégation palestinienne, le président de la fédération palestinienne, refuse et veut aller jusqu'au bout.
on a le sentiment que peut-être la seule issue pour l'instant serait donc un report du Congrès qui interviendrait dans le cadre de ce scandale. Alors, si le vote se maintient, Israël peut quand même compter sur un soutien de taille. Vous l'avez dit, c'est l'UEFA et Platini qui soutient clairement Israël. Platini, il faut préciser qu'Israël a fait un long travail de lobbying, en particulier auprès de l'UEFA, et Platini a mobilisé l'ensemble de l'Europe contre cette exclusion d'Israël, ce vote, cette proposition palestinienne. Il faudra encore, vous savez, il y a 54 pays dans l'Union européenne. Il y a 209 fédérations au sein de la FIFA, donc ça ne suffit pas. Mais il faut savoir qu'il faut y avoir 75% des suffrages pour faire passer cette résolution. On a du mal à imaginer qu'elle puisse d'abord qu'on ne puisse pas trouver un compromis à la dernière minute et qu'elle puisse être votée dans un tel contexte. Ouais. Dans un contexte un peu plus favorable, on a peut-être où effectivement cela aurait pu se produire. Mais là, on a du mal à imaginer que demain ça puisse se produire. Daniel, qui pourrait changer la donne, c'est le quotidien israélien Yediot Aharonot qui le révèle ce matin. Tentative de corruption de la part du Qatar pour faire accepter cette proposition palestinienne. Oui, ce n'est pas surprenant. Apparemment, le Qatar aurait pu acheter des pays pour qu'ils puissent voter en faveur de cette résolution palestinienne. On comprend bien qu'une telle révélation dans un tel contexte, cela ne ferait qu'accentuer ce que Rudy a parlé, c'est-à-dire le style, le mode de gestion de Blatter, et cela risquerait de pointer un doigt accusateur en direction de Blatter plus important. Peut-être que Blatter n'a pas besoin de ce genre de problème supplémentaire aujourd'hui. Merci beaucoup Daniel. On continue évidemment de suivre ce dossier et le vote prévu demain. Autre chose à présent, près d'un an après le conflit qui a opposé Israël au Hamas, eh bien la bande de Gaza, particulièrement dévastée, n'a obtenu qu'un tiers des promesses de dons. Face à cette crise financière, une conférence de donateurs s'est tenue hier. Les explications de Joseph Emmanuel. Ils se réunissent à Bruxelles pour résoudre la crise financière qui touche Gaza. Les pays donateurs pour la Palestine viennent du monde entier. Leur objectif, évaluer les efforts internationaux pour soutenir les institutions et structures d'un État palestinien. Federica Mogherini devrait présider la délégation de l'Union européenne. Côté palestinien, le Premier ministre Rami Abdallah sera présent. Il compte mettre ses partenaires au travail pour arriver, sinon à une résolution du conflit, au moins à une résolution de papier pour accélérer la reconnaissance de l'État de Palestine. Car la situation économique n'est pas bonne pour les Palestiniens, en particulier à Gaza. Pas moins de 3 rapports internationaux consacrés à cette question viennent d'être publiés. 3 rapports et un point commun, pointer les principaux responsables de cette situation. Le blocus imposé par Israël et l'Égypte à la bande de Gaza, le fossé politique entre l'autorité palestinienne et le Hamas, et le non-versement des promesses d'aide internationale. Alors qui sont les bons et les mauvais payeurs? Parmi les mauvais, le Koweït, qui n'a rien versé des 200 millions promis. Le Qatar et l'Arabie Saoudite n'ont de leur côté versé que 10% de la somme promise. Parmi les bons payeurs, la Grande-Bretagne, 80% des 32 millions de dollars promis ont été versés. Les États-Unis également ont versé 232 millions de dollars sur les 277 promis. Mais la palme du meilleur payeur revient à la France. Elle a versé 100% de ses engagements, des engagements qui s'élevaient à 10 millions de dollars. Lors de la dernière conférence pour la reconstruction de Gaza, les donateurs s'étaient engagés à verser 3,5 milliards de dollars. 7 mois plus tard, seul un tiers de la somme a été versée. Jusqu'au début 2010, les Palestiniens étaient le peuple le plus aidé au monde. L'aide internationale, toutes origines confondues, allait jusqu'à 4 milliards de dollars par an. Mais ces dernières années, les donateurs ne tiennent plus leurs engagements. L'une des raisons possibles, ils fatiguent de voir leurs fonds partir en fumée à chaque conflit militaire avec Israël. Bonjour Avi Pazner, merci d'être avec nous. Diplomate israélien, ancien ambassadeur notamment en France, comment vous expliquez que seul un tiers des promesses de dons a été effectivement maintenu? Je crois premièrement que dans ces conférences internationales où on parle beaucoup de la Palestine, de ses besoins, etc., il y a beaucoup de très beaux discours et derrière ces très beaux discours se cache le vide. Okay? Beaucoup de ceux qui promettent des fonds importants n'ont aucune intention de les livrer. Ça fait bonne impression, vous faites un beau discours, aujourd'hui c'est très in, vous êtes pour les Palestiniens, vous voulez faire quelque chose, et puis après vous ne faites plus rien. Donc c'est une des raisons. L'autre raison, c'est la corruption qu'il y a dans l'autorité palestinienne et chez le Hamas. Pour que les fonds arrivent à Gaza, par exemple, elles doivent passer
par l'autorité palestinienne, qui, on le sait très bien, est corrompue. Du temps de Fayad, peut-être, c'était un peu différent. Aujourd'hui, la plupart des fonds disparaissent. Je crois que si on fait, pour en revenir peut-être à la FIFA pour un moment, si on faisait une petite enquête sur l'arnaque des fonds destinés aux Palestiniens, on découvrirait des choses très intéressantes. Donc, une partie reste là-bas, l'autre partie va à Gaza, et là, le Hamas s'approprie tous ces fonds, ou la plupart des fonds, et les pauvres résidents de Gaza ne voient rien du tout. Il y a évidemment ce fossé politique entre l'autorité palestinienne et le Hamas, la corruption dont vous parlez, mais l'autre raison de cette crise financière à Gaza, c'est également le blocus israélien. Est-ce qu'Israël n'a pas un devoir moral d'aider humanitairement la bande de Gaza? Je m'excuse de dire, Barbara, qu'il n'y a pas de blocus israélien. S'il y a un blocus à Gaza, c'est un blocus égyptien. Et je crois que l'Égypte a toutes les raisons du monde pour exercer ce blocus, car de la bande de Gaza, vous avez un déversement de terroristes vers le Sinaï. Israël, il n'y a pas de blocus de Gaza. Il y a des centaines et des centaines de camions qui passent tous les jours avec des vivres, des médicaments, des matériaux de compte, tout. Gaza ne vit que par Israël. Cette légende de blocus israélienne, elle est disséminée par les Palestiniens. Pour eux, c'est beaucoup plus facile de dire « Ah oui, on est bloqué par Israël » et non pas de dire « C'est l'Égypte de Sisi qui nous bloque ». Israël fait tout et a intérêt à tout faire pour que le niveau de vie à Gaza soit meilleur. Pour finir sur cette question, est-ce qu'Israël envisage le dialogue avec le Hamas, éventuellement, même indirect, pour changer cette réalité de conflit à répétition? Mais Barbara, il y a déjà un dialogue indirect. Tout le temps, on parle indirectement avec le Hamas. C'est vrai qu'on ne négocie pas directement, mais pendant des années déjà, par l'entremise de l'Égypte, par l'entremise de l'ONU, il y a des contacts indirects entre le Hamas. Et même, il y a des ententes qui sont impliquées avec le Hamas, par exemple. Qui vont permettre d'éviter le prochain conflit? Ça, je ne sais pas. Parce que aussi, le dernier conflit, personne ne le voulait, il est quand même arrivé. Merci beaucoup, Aviv Paner. Vous restez avec nous toujours concernant le Hamas. Ce rapport d'Amnesty International, il accuse le mouvement de crimes de guerre à Gaza. Le Hamas aurait profité du conflit avec Israël pour régler ses comptes avec ses propres rivaux. Julien, que trouve-t-on dans ce rapport? C'est un rapport qui est très glaçant, 46 pages. On va voir le communiqué de presse qui a été publié par Amnesty International. On va le voir à l'écran dans un instant. Et le rapport, je vous le disais, 46 pages, vous l'avez dit Barbara, le Hamas s'est servi du conflit pour régler ses comptes. Le Hamas est accusé de beaucoup de choses, notamment d'abus contre des prisonniers avec, je cite, pour objectif d'obtenir vengeance et de répandre la peur à travers la bande de Gaza. Il y a plusieurs exemples qui sont impressionnants. Le rapport est complété avec des photos qui sont insoutenables. Je les ai regardées en espérant pouvoir en diffuser quelques-unes, mais elles sont vraiment insoutenables, donc on a décidé de ne pas les montrer. Vous savez, on entend régulièrement parler pendant le conflit d'arrestation de collaborateurs avec Israël, certains qui auraient espionné pour le compte d'Israël. En fait, Amnesty International révèle que 16 d'entre eux avaient été arrêtés bien avant le début du conflit l'été dernier. Ils attendaient la fin de leur procès. Ils ont été traînés hors de leur cellule et ils ont été tués de manière totalement arbitraire le 22 août. Il y a un exemple qui est encore plus frappant. Il y a eu 6 personnes, 6 hommes qui ont été exécutés en public devant la mosquée d'Al-Omari sur l'Amnesty International. Ils ont été cagoulés, traînés par terre jusqu'à un mur. Ils ont été agenouillés en face d'une foule et criblés de balles devant tout le monde, dont devant des enfants. Barbara. Et Amnesty International appelle le Hamas à mener une enquête externe et indépendante sur ces accusations. On a évidemment peu d'espoir que ça arrive. Quelle portée à ce genre de rapport, Julien, sur la scène diplomatique? Alors, la rapport d'abord, elle a été médiatique. Le rapport était très médiatique et on l'a vu dès hier matin. La presse arabe s'en est fait l'écho. La presse arabe, en tout cas en anglais, vous allez voir notamment sur Al Jazeera ou encore sur Al Arabiya. La presse française hier, dès les premières heures du matin, en parlait. Le Figaro a ouvert avec cette affaire. Ce qui est intéressant de noter, c'est que souvent la presse internationale rappelle qu'il y a quelques mois, Amnesty International avait également pointé du doigt Israël, accusant également Israël de crimes de crimes de guerre dans la bande de Gaza. Et à chaque fois qu'il y a un rapport d'Amnesty International, c'est une arme très importante en communication parce que Israël, comme le Hamas, veut accuser l'autre partie de crimes de guerre. Donc, lorsqu'un rapport est publié, il est tout de suite récupéré et utilisé. Merci beaucoup, Julien.
Allez, retour en France. Aux grands hommes, la patrie reconnaissante. C'est la devise inscrite sur le fronton du Panthéon qui a accueilli hier 4 grandes figures de la résistance. Une cérémonie présidée par François Hollande et annoncée comme un des temps forts de son quinquennat. Le résumé en images signé Léa Berdugo. Une cérémonie solennelle et qui était annoncée comme un événement marquant du quinquennat de François Hollande. Le président de la République a célébré l'entrée au Panthéon de 4 résistants, Germaine Tillon, Geneviève de Gaulle-Antonios, Jean Zay et Pierre Brossolette. 4 grandes Françaises et Français qui incarnent l'esprit de la résistance, l'esprit de résistance. Face à l'humiliation, à l'occupation, à la soumission, ils ont apporté la même réponse. Ils ont dit non, tout de suite, fermement, calmement. Le chef de l'État a appelé au devoir de vigilance et de résistance face à l'indifférence qu'il a qualifiée d'ennemi contemporain. François Hollande en a profité pour dénoncer les haines contemporaines. Haine du protestant, haine du juif, parce qu'il était par ses origines familiales les deux à la fois. Haine du franc-maçon, du libre-penseur, haine du Front populaire, haine de la Ligue des droits de l'homme, haine de la démocratie. 70 ans après, ces haines reviennent. Elle frappe des journalistes, des juifs, des policiers, toujours des innocents, a-t-il ajouté. Il faisait allusion aux attentats de janvier à Paris contre Charlie Hebdo et l'hypercachère de Vincennes. Avec cette panthéonisation, François Hollande s'inscrit dans une tradition républicaine largement respectée. Direction l'Inde à présent, où la vague de chaleur qui sévit depuis une semaine se poursuit. Des conditions climatiques extrêmement difficiles qui ont déjà causé la mort de plus de 1100 personnes. Selon un nouveau bilan, une large partie du pays est touchée, y compris la capitale New Delhi, où certaines portions de rues fondent. Tout simplement, le récit d'Elsa Mourgue. Près de 50 degrés à New Delhi, une vague de chaleur meurtrière. Première victime, les personnes âgées plus fragiles, les sans-abri qui ne peuvent se réfugier à l'intérieur et beaucoup d'ouvriers du bâtiment contraints de travailler malgré une chaleur suffocante. Les autorités évoquent 1100 morts. Ceci est le chiffre cumulatif depuis le début de la vague de chaleur, commencée le 18 mai. Beaucoup de gens sont morts à cause de coups de soleil ou à cause des vagues de chaleur intenses, particulièrement dans la région de Andhra Pradesh. Cette région du sud de l'Inde a le triste record d'avoir doublé le nombre de morts liés à la chaleur en 10 jours par rapport à tout l'été dernier. La situation est rendue catastrophique par les coupures d'électricité extrêmement fréquentes en Inde et pouvant durer plusieurs heures. Impossible donc d'utiliser la climatisation, même dans les hôpitaux. Seul espoir, les pluies prévues début juin et le début de la mousson pour rafraîchir ce pays menacé de sécheresse. Et le Moyen-Orient a connu lui aussi un nouveau pic de chaleur hier, beaucoup moins dramatique. Il s'agit tout de même d'une canicule record depuis plusieurs années. Le thermomètre a grimpé jusqu'à 45 degrés. Benjamin Le Souef s'est promené, malgré la chaleur, dans les rues de Tel Aviv. Regardez. Une chaleur de bête sur la ville. La canicule qui a frappé l'ouest de la Méditerranée la semaine dernière s'est déplacée pour s'abattre sur le Proche-Orient. La vague de chaleur a été accueillie dans la ville blanche de façon mitigée. Je ne suis pas très sensible en général, mais à ce niveau-là, c'est vraiment hyper aigu et vraiment difficile. Une fois que ça dépasse vraiment des températures pas possibles, je ne sors pas de chez moi. Là, au moins, on est bien, en maillot, en t-shirt, c'est un kiff. Si on est beau, on est torse nu, très bien, les filles, les bikinis. Au-dessus des normales saisonnières, la hausse des températures n'est pas sans conséquence sur le dynamisme économique. On vend beaucoup chaque heure entre 5 et 10 ventilateurs. 40, 43, 45, c'est la mort. Les gens restent à la maison, ils ne sortent pas, ce n'est pas bon pour les affaires. Si ce coup de chaud prématuré a rempli les terrasses, il ne doit néanmoins pas occulter les risques sanitaires. En général, il n'y a pas de problème en Israël, il y a beaucoup de mise en garde au niveau des médias. Les gens qui sont les plus vulnérables, c'est souvent les touristes. Et les jeunes enfants qui ne sont pas habitués aux grosses chaleurs et qui n'ont pas su se prémunir et faire attention.
En prévention, déjà, je conseille de réduire les sorties au maximum. Et s'il faut sortir absolument, toujours se munir d'une bouteille d'eau, de boire suffisamment, ne pas rester en plein soleil et d'essayer au maximum d'aller dans les endroits climatisés. Dans un contexte de réchauffement climatique global, de tels événements peuvent susciter des questions. La ville est pourtant coutumière de ces pics de mercure qui ne laissent présager qu'un bel été à venir. Celui d'hier n'aura d'ailleurs duré qu'une journée. Les normales saisonnières regagnent la région pour les prochains jours avec des températures agréables autour de 26 degrés. Maurice, les journaux de la région reviennent ce matin évidemment sur cette journée de tous les records. Absolument, et en Israël, la presse est pratiquement hystérique depuis 48 heures. Arrête ce titre, vague d'incendie à raison de la canicule, température hier à plus de 40, mais cela va s'améliorer aujourd'hui, promet le quotidien. En tout cas, on a relevé 143 personnes soignées pour déshydratation, une dizaine d'incendies du nord au sud du pays et le trafic ferroviaire interrompu en raison de la dilatation des rails. Israël Hayom titre carrément pays tropical, température de 45 à travers le pays. Cela a débuté par la canicule et va se poursuivre, nous promet le quotidien, aujourd'hui par des averses tropicales du jamais vu en Israël, au moins depuis 13 ans. Ouais, des incendies également un petit peu partout dans le pays. Oui, Yediot Aharonot titre température de feu 40+. C'est la une du quotidien qui publie en supplément les photos sur cette canicule et cet éditorial. Encore une raison de se plaindre. Après les reality shows, les missiles sur le sud, il ne manquait plus que la canicule pour constater que l'été est enfin là. M'arrive la météo en folie, s'emballe en Israël. Après la canicule, les températures resteront au-dessus de la moyenne saisonnière. Le temps lourd et le ciel restent couverts. Les services de santé conseillent donc aux asthmatiques de rester à la maison. Et on passe un peu chez nos voisins, et là c'est surprenant, mais nos confrères de la presse arabe n'ont pas du tout été impressionnés par cette vague de chaleur. Ils sont ou habitués à la chaleur ou confrontés à d'autres problèmes plus graves. Heureusement, seul le quotidien égyptien The Independent consacre un article à la canicule. Comme Yediot Aharonot, Egypt Independent publie une série de photos avec, et on va voir, des moyens traditionnels pour se protéger de la chaleur. Les ombrelles ont fait un carton au Caire, les glaces et bien sûr plus efficace, le tuyau d'arrosage. Vous êtes protégé de la chaleur hier ? Moi, je me suis protégé en étant dans les studios de I24 News. C'est très bien. Merci messieurs d'avoir été avec nous ce matin. À suivre après un nouveau journal, c'est un rendez-vous incontournable de la politique britannique. Le traditionnel discours de la reine a eu lieu hier au Parlement. Ce texte rédigé par les services du Premier ministre ouvre la nouvelle législature issue des élections. On y revient après un nouveau journal qui vous est présenté ce matin par Eleanor Veil. Merci d'être avec nous sur le plateau du Morning. La Commission européenne a détaillé hier son plan d'action pour répondre à la crise des migrants. Alors même si le mot quota n'est plus employé, eh bien, l'Union européenne va quand même demander à ses États membres d'accueillir chacun plusieurs milliers de migrants pour tenter de désamorcer la situation de crise que connaît l'Italie. Par ailleurs, l'ONU ne semble pas prête à lancer une opération militaire en Méditerranée contre les passeurs. Léonore Jory. La solidarité, mot d'ordre de l'Union européenne. Alors que l'évocation de quotas par pays avait créé la polémique au sein des 28, Bruxelles persiste. Sous 2 ans, 40 000 Syriens et Érythréens devront être répartis dans les États de l'Union. Des réfugiés actuellement présents en Italie et en Grèce. Ne parlant plus de quotas mais de clés de répartition, le commissaire à l'immigration reste prudent. Nous ne proposons pas de quotas, c'est un mot que nous n'aimons pas et que nous n'avons jamais utilisé. Nous voulons assurer la solidarité, mais il appartient à chaque État membre de décider à combien de personnes il souhaite accorder le statut de réfugié. 2 pays auront la plus grosse prise en charge de migrants. La France, avec près de 7 000 demandeurs d'asile, juste derrière l'Allemagne, censée en accueillir près de 9 000. Des mesures qui doivent maintenant être approuvées par les États concernés. Le Royaume-Uni, lui, est déjà opposé au plan et a fait savoir que peu de concessions seraient faites. Aux 40 000 demandeurs d'asile s'ajoutent 20 000 réfugiés supplémentaires. L'ONU a demandé à l'Union européenne de les accueillir. Le secrétaire général des Nations Unies était l'invité du président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. Ban Ki-moon a fait savoir qu'il était opposé à toute opération militaire contre le trafic des migrants.
Notre priorité devrait être de sauver des vies et de renforcer l'aide humanitaire pour ces gens. Lorsque vous réfléchissez, détruire ces bateaux risque de retirer à ces gens le peu qu'il leur reste, même si ces bateaux sont utilisés pour faire passer clandestinement des gens. Ces derniers jours, ils étaient encore des centaines à échouer sur les rives de la Méditerranée. Parmi eux, des Syriens et des Afghans, fuyant la violence qui fait rage dans leur pays. Ils espèrent que l'Europe leur donne refuge. Et puis la faim dans le monde recule pour la première fois depuis que ces chiffres existent. Eh bien, le nombre de personnes en sous-alimentation est passé sous la barre des 800 millions. Mais le constat est toujours là. Une personne sur 9 ne mange pas à sa faim. Betsabé, vous en en dites plus. Exactement, près de 800 millions de personnes, en croire le rapport de la FAO donc, qui a été présenté hier à Rome, en Italie. Des personnes qui souffrent donc de mauvaise alimentation. Comment définit-on la sous-alimentation? C'est l'état des personnes qui ne mangent pas assez pour avoir une vie active et être en bonne santé. On peut voir sur cette carte les zones en rouge. Plus les zones sont foncées, plus les personnes, la densité de personnes souffrant de sous-alimentation est élevée. Alors des progrès, oui, on l'a dit, notamment en Afrique de l'Ouest, en 25 ans, on a noté une chute de 25% de personnes sous-alimentées. Néanmoins, la situation reste, on le dit, préoccupante en Afrique subsaharienne, en Afrique du Sud-Est. Et puis on note surtout que la FAO, elle publie des moyennes. Ça veut dire qu'elle ne prend pas en compte les disparités au sein d'une même population ou même les disparités au sein d'une même famille, par exemple. Mais vous savez quelles sont les principales causes de la sous-alimentation? Alors vous avez le prix des aliments, tout d'abord, des prix des marchés des céréales notamment qui sont extrêmement volatiles. Vous avez bien sûr les guerres, l'instabilité politique. Prenez la Syrie par exemple. Eh bien avant-hier, le PAM, le Programme alimentaire mondial des Nations Unies, a justement appelé à l'arrêt des combats en Syrie. Pourquoi? Eh bien pour que les agriculteurs puissent acheminer leurs récoltes. Et puis il y a les causes naturelles. Il y a tout d'abord les catastrophes naturelles, les tremblements de terre, les inondations, et puis il y a les chocs climatiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le réchauffement de la planète. Il menace l'agriculture et oui, 70% des cultures pourraient être affectées par ce changement climatique. Or, eh bien, dans certains pays, notamment de l'Afrique subsaharienne et du Sud-Ouest, justement, eh bien, l'agriculture est le moyen de subsistance de 80% de la population. Et si rien en effet, on attend 600 millions de personnes supplémentaires qui souffriraient de la faim d'ici 2080. C'est pour cette raison que cette semaine, 24 ONG ont signé un appel à demander à la communauté internationale d'intégrer dans les négociations climatiques la question de la sécurité alimentaire, justement. Et on va en parler, merci Betsabé, avec une spécialiste, Luca Russo, analyste de la sécurité et de la politique alimentaire à la FAO. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors effectivement, c'est le réchauffement de la planète qui est la vraie menace du futur quand on parle de la faim dans le monde? C'est une des causes principales, mais vous avez aussi évoqué des autres causes qui sont liées à la politique, au conflit et à la volatilité des prix. Mais certainement, le réchauffement de la planète, l'aléa climatique, c'est un facteur très important qui risque de devenir de plus en plus important au cours des années. Alors justement, sur la volatilité de ces prix, notamment des céréales, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être entrepris comme mesure? Écoutez, une chose, c'est essayer les prix de la part des gouvernements, parce que normalement, ce genre de système engendre de la corruption et des distorsions des marchés qui ne bénéficient pas pour les petits producteurs qui sont en principe les principaux bénéficiaires des prix. Il faut avoir des marchés qui travaillent plus transparents et plus efficaces. Donc il faut travailler sur les infrastructures et sur les systèmes de régulation. Merci Luca Russo pour ces précisions. Et puis ce rendez-vous incontournable de la politique britannique, le traditionnel discours de la reine a eu lieu hier au Parlement. Ce texte, rédigé par les services du Premier ministre, ouvre la nouvelle législature issue des élections. Alors au cœur de ce discours de politique générale, le référendum sur la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Et la reine l'a confirmé hier, il aura bien lieu avant la fin 2017. Julia Ganancia.
Une tradition qui remonte à 1536. La reine Elisabeth a dévoilé ce mercredi le programme législatif du gouvernement conservateur de David Cameron, avec en projet phare l'officialisation d'un projet de référendum sur le maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne. David Cameron devrait l'organiser au plus tard, à la fin 2017. Mon gouvernement renégociera la relation du Royaume-Uni avec l'Union européenne et poursuivra la réforme de l'Union européenne pour le bénéfice de tous les États membres. Parallèlement, une loi sera présentée pour organiser un référendum sur le maintien ou non du Royaume-Uni dans l'Union européenne avant la fin 2017. Les modalités d'organisation de cette consultation, qui pourrait intervenir dès 2016, seront précisées dans un projet de loi qui sera présenté jeudi par le gouvernement. Le Premier ministre britannique, favorable au maintien de son pays dans une union réformée, avait reçu lundi le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, pour lui présenter ses revendications. La Grande-Bretagne n'est pas satisfaite, je ne le suis pas non plus par rapport au concept d'union plus forte. Ce n'est pas tout à fait ce à quoi nous nous étions engagés. Je ne suis pas satisfait que le marché unique soit protégé alors que certains pays de la zone euro sont encore au stade de l'intégration. Je ne suis pas satisfait de la situation concernant les migrants et les problèmes que soulève la migration par rapport au bien-être social. Donc nous allons trouver des solutions. 3 semaines après la victoire des conservateurs aux élections législatives, David Cameron a annoncé qu'il allait faire voter une loi pour garantir un gel des impôts sur les ménages jusqu'en 2020. Le gouvernement va en outre garantir que les employés gagnant le salaire minimum ne payent aucun impôt sur le revenu sur leurs 30 premières heures de travail par semaine. Et bonjour Ashley Chevalier, notre correspondante à Londres. Comment a été accueilli le discours par les Britanniques ? Les Britanniques n'ont pas été très surpris tant le sujet, le référendum sur l'appartenance de l'Union du Royaume-Uni à l'Union européenne fait la une de l'actualité. Depuis plusieurs semaines, les Britanniques qui vont donc être consultés pour la première fois depuis 1975. Dans son discours, la reine a donc confirmé qu'un référendum aurait bien lieu et le gouvernement de David Cameron doit présenter aujourd'hui le Referendum Bill, un projet de loi sur l'organisation de ce référendum, un projet de loi qui pourrait être soumis au vote des membres du Parlement très rapidement et certains observateurs assurent que ce référendum pourrait avoir lieu dès l'année prochaine. On ne connaît pas encore l'intitulé exact de la question qui sera posée aux Britanniques. On sait en revanche qui pourra voter. David Cameron a annoncé en début de semaine que l'électorat de ce référendum serait le même que lors des élections législatives. Les jeunes de 16 et 17 ans ne pourront pas participer à ce référendum, alors que cela avait été suggéré, proposé ces dernières semaines. Les étrangers vivant au Royaume-Uni ne pourront pas non plus voter. Vous le voyez, c'est une question strictement britannique. Alors justement, Ashley, le Premier ministre s'est abstenu jusqu'ici de donner une consigne de vote sur ce référendum. Est-ce que la reine a donné un indice quelconque de la position du palais ? La reine n'a pas le droit de donner son point de vue politique, donc quoi qu'elle pense, elle ne l'exprimera jamais, et encore moins lors d'un discours officiel. David Cameron, lui, est plutôt contre la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Il désire en revanche renégocier le statut de son pays avant même la tenue de ce référendum. David Cameron qui a entamé aujourd'hui un marathon diplomatique, il veut rencontrer ses homologues avant la tenue d'un Conseil européen à Bruxelles fin juin. Il est attendu aux Pays-Bas à la mi-journée. Il dînera ce soir à Paris avec François Hollande. Demain, David Cameron se rendra en Pologne et enfin, il rencontrera Angela Merkel à Berlin. Ashley Chevalier depuis Londres, merci d'avoir été avec nous ce matin. On reste en Europe avec la fin du secret bancaire en Suisse. L'Union européenne l'a finalement obtenu dans un accord signé hier. Alors très concrètement, la Suisse devra à partir de 2018 livrer toutes les informations sur les comptes des résidents européens à leur pays respectifs. Explication, Johan Jameta. C'est un accord qui signe le glas du secret bancaire entre la Suisse et l'Union européenne. Berne va devoir transmettre à Bruxelles les coordonnées bancaires de ses résidents originaires des autres pays européens. Chaque année, les États membres de l'Union européenne recevront une liste avec des informations comme les noms, adresses et numéros d'identification fiscale de leurs résidents qui possèdent un ou plusieurs comptes en Suisse. Sans oublier des informations sur leurs actifs financiers et le solde des comptes enregistrés. Des échanges automatisés qui font partie d'un accord signé ce mercredi entre la Commission européenne et la Suisse et qui entreront en vigueur à partir de 2018.
Dans ce pays à la fiscalité très avantageuse, la loi veille à protéger les détenteurs d'un compte bancaire et à ne pas dévoiler leurs données confidentielles aux administrations. En début d'année, le quotidien Le Monde révélait le vaste réseau de fraude fiscale encouragé par la filiale suisse de la banque HSBC. Selon les enquêteurs, plus de 180 milliards d'euros auraient transité par Genève. Un chiffre vertigineux contre lequel luttent de nombreux pays. Depuis quelques années, l'Union européenne mais aussi les États-Unis sont partis à l'assaut de cette pratique. La Commission européenne en est persuadée, cet accord aura un effet dissuasif sur ceux qui sont tentés de placer des revenus cachés en Suisse. Mais le chantier n'est pas encore terminé. La Commission devrait signer d'ici la fin de l'année un accord similaire avec l'Andorre, le Liechtenstein, Monaco et Saint-Marin. Allez, retour en France. Le principe était acquis. C'est désormais officiel. Deux très proches de Nicolas Sarkozy, Claude Guéant et Michel Gaudin, seront bien renvoyés devant le tribunal correctionnel lors d'un procès qui se tiendra cet automne. Alors Claude Guéant devra s'expliquer sur ces fameuses primes en liquide touchées au ministère de l'Intérieur. Les explications de Léa Berdugo. Claude Guéant n'en a pas fini avec la justice. Les faits auraient été perpétrés de 2002 à 2004 lors du premier passage de Nicolas Sarkozy au ministère de l'Intérieur. Claude Guéant, alors directeur de cabinet de l'ancien ministre, aurait détourné à son profit des sommes d'argent liquide normalement destinées aux frais d'enquête de police. Des années plus tard, l'ancien ministre de l'Intérieur a reconnu avoir utilisé ces fonds en espèces pour ses dépenses personnelles. Selon des informations du quotidien Le Monde, c'est une perquisition au domicile de Claude Guéant qui a permis aux enquêteurs de tomber sur une série de factures suspectes montant des dépenses plus de 47 000 euros utilisées pour l'acquisition de mobilier notamment. Claude Guéant s'était auparavant expliqué. Les sommes m'étaient remises par le directeur général de la police nationale de l'époque, Michel Gaudin. Il me remettait la totalité de 12 000 euros par mois et c'est moi qui assurais la répartition. L'ancien ministre avait avoué garder 5 000 euros pour lui-même. Autre information, la révélation d'écoute entre Claude Guéant et Michel Gaudin. Quel con j'ai été de garder des factures, franchement, a lancé l'ancien directeur de cabinet. C'est pour ça que là, on pourrait peut-être se voir discretos, lui répond l'ancien directeur général de la police. Puis les deux hommes se sont accordés sur la défense à adopter et ont décidé d'opter pour la transparence. Michel Gaudin a ainsi conseillé à Claude Guéant de suivre la stratégie suivante. Il faut clairement dire que c'était essentiellement pour des flics et puis que toi, t'en as gardé un petit peu. Tu ne peux plus maintenant dire autre chose. Oui, j'ai déjà déposé devant la PJ. Je suis obligé de m'en tenir à ce que j'ai dit. Michel Gaudin et Claude Guéant avaient déjà été placés en garde à vue dans cette affaire en décembre 2013. Le procès débutera le 28 septembre. Allez, on va se quitter pour un nouveau point complet sur l'actu. Juste après, on parlera politique israélienne. Vous le savez, une semaine après la constitution de son gouvernement, eh bien Binyamin Netanyahou enchaîne désormais les limogeages de directeurs de ministères. Il continue également de scinder les portefeuilles en réduisant petit à petit les prérogatives de ses ministres. Mais où va donc Binyamin Netanyahou? On se pose la question juste après. Donc un nouveau journal avec Eleanor Veil. Ce sera dans 2 petites minutes. Ne bougez pas, on se retrouve tout de suite après. Et on est de retour sur le plateau du Morning. On s'intéresse à présent à la situation au Moyen-Orient et on démarre par l'Afghanistan. Une nouvelle attaque visant des étrangers a pu être empêchée au dernier moment à Kaboul. Les forces de sécurité ont réussi à éliminer 4 talibans qui s'étaient infiltrés dans un hôtel pour y commettre un massacre. Les explications de Maxime Pérez. À Kaboul, tirs et explosions secouaient toute la nuit le quartier de Wazir Akbar Khan. Ce dernier abrite plusieurs ambassades, restaurants et résidences d'expatriés au cœur de la capitale afghane. Vers 23h, 4 hommes armés d'un lance-roquettes, d'un lance-grenade et de fusils d'assaut Kalachnikov ont tenté de pénétrer dans un hôtel fréquenté par des Occidentaux. À l'aube, ils ont enfin été abattus. Nous n'avons pas de victimes civiles. Aucun employé de l'hôtel n'a été pris en otage et aucune victime non plus parmi les forces de sécurité. Il y avait des Afghans et des étrangers dans cet hôtel. L'attaque n'a fait aucune victime. Une attaque revendiquée par les talibans qui avaient déjà pris pour cible l'hôtel Idal en 2009 au cours d'un attentat suicide qui avait fait 8 morts et une quarantaine de blessés. Aujourd'hui,
L'établissement serait la propriété de l'actuel ministre des Affaires étrangères, Salahuddin Rabbani. Les talibans ont lancé fin avril leur traditionnelle offensive de printemps, marquée depuis par des attentats et des combats quasi quotidiens contre les forces de sécurité afghanes. Ces dernières 24 heures, pas moins de 26 policiers et soldats ainsi qu'une femme ont été tués dans une série de raids talibans dans le sud de l'Afghanistan. Allez, il est l'heure de passer en revue les unes des grands journaux du Moyen-Orient. On démarre par la presse israélienne, Maurice, et on revient sur ce dont on parlait en première partie, cette révélation d'une tentative de corruption du Qatar à la FIFA. Exactement, Yediot Ahronot pose la question, le Qatar va-t-il payer pour exclure Israël de la FIFA? À Jérusalem, les affaires étrangères mènent une lutte pour déjouer l'initiative palestinienne auprès de la FIFA et empêcher un tsunami diplomatique anti-israélien, écrit le quotidien. Et dans le contexte des affaires de corruption qui secouent la FIFA, Jérusalem accuse donc le Qatar de payer pour obtenir des voix contre Israël. Pas très étonnant, affirme Yediot, puisque le Qatar a déjà procédé de la même façon pour s'assurer l'organisation du mondial. Voilà, le quotidien proche du pouvoir, Israël Hayom, revient lui aussi sur ce scandale. Oui, selon le Israël Hayom, la délégation de la Fédération israélienne de football à Genève a rendez-vous aujourd'hui avec les responsables du football européen pour tenter de les convaincre d'empêcher le vote sur la suspension d'Israël de la FIFA, un vote prévu pour demain. Mais cela ne devrait pas être une mission impossible dans la mesure où il n'est même pas évident que le congrès de la FIFA ait lieu en raison des affaires de corruption. La FIFA est hors jeu, constate Boaz Bismuth. Le Jerusalem Post revient sur les déclarations d'un diplomate américain. Oui, ce diplomate américain, c'est Denis Ross, qui était l'émissaire américain pour le Proche-Orient et qui a déclaré que les erreurs d'Obama ont éloigné les perspectives de paix. Denis Ross précise cependant que le président démocrate a fait beaucoup pour la sécurité d'Israël. Mais Denis Ross défend tout de même le camp démocrate et affirme que la candidate démocrate à la présidentielle, Hillary Clinton, fera preuve de plus de sensibilité concernant le conflit. Voilà, et toujours concernant le conflit, cette démission, celle de l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair à la tête du quartet. Oui, le Jordan Time, le quotidien jordanien, annonce donc la démission de Tony Blair du quartet international pour la paix au Proche-Orient. Une mission, écrit le quotidien, qui avait débuté par de grandes promesses, mais qui s'est enlisée dans une lutte dramatique pour la survie du processus de paix. Le Jordan Time publie à ce propos la réaction d'un responsable palestinien qui se dit très heureux que Blair ait quitté le quartet, accusant l'ex-premier ministre britannique d'inefficacité et de partialité. Au Liban, l'Orient, le jour revient sur le conflit en Syrie. Oui, la chute du régime de Bachar al-Assad est proche et celle du Hezbollah suivra. Une estimation du chef d'Al-Nosra, la branche syrienne d'Al-Qaïda, interviewée par l'Orient le jour. Par ailleurs, le chef d'Al-Nosra a assuré être totalement indifférent aux critiques de l'Occident qui, dit-il, veut maintenir Assad au pouvoir et dit le contraire au peuple syrien. Et on finit par un détour par la Turquie. Le Zaman Today publie un sondage assez surprenant. Assez surprenant, oui. Le quotidien turc publie un sondage effectué par l'Université d'Istanbul. Les Turcs, selon les résultats du sondage, considèrent qu'Israël et les États-Unis sont les deux plus grandes menaces pour la Turquie. Un résultat qui ne surprend pas le quotidien, qui affirme qu'en raison d'une hostilité traditionnelle des Turcs envers la politique étrangère menée par Jérusalem et Washington, il ne faut pas s'étonner du résultat. Barbara, une notion intéressante. Quel est le pays le plus amical, selon la Turquie, pour les Turcs? Je ne sais pas. L'Azerbaïdjan. Merci beaucoup Maurice. Allez, direction l'Irak à présent, où les forces loyales se préparent à lancer la bataille pour récupérer la ville de Ramadi à l'État islamique. Des quartiers auraient déjà été reconquis, alors qu'en Syrie, les Kurdes affirment, eux, avoir chassé Daesh des villages chrétiens qu'ils occupaient jusqu'ici. Explication Julia Galantia. À Ramadi, les forces irakiennes gagnent du terrain. Soutenues par des milices chiites, elles tentent d'encercler les djihadistes du groupe État islamique avant de donner l'assaut. Secteur après secteur, des milliers d'hommes prennent position aux abords de cette ville stratégique. Nous avons repoussé une grande offensive des terroristes de Daesh sur Khalidia et un très violent combat s'est ensuivi. Ensuite, il y a eu la tempête et les terroristes de Daesh ont reculé à Jazirat el Khalidia. Nous les avons affrontés et les avons attaqués avec une roquette Katusha.
Ramadi, située à une centaine de kilomètres à l'ouest de Bagdad, a été conquise le 17 mai par les djihadistes. Semant la discorde entre les alliés de Bagdad, chacun se rejette la responsabilité d'une stratégie qui ne fonctionne pas vraiment. Les États-Unis ont effectué 3000 frappes aériennes depuis septembre 2014, mais ont accusé l'armée irakienne de manquer de volonté pour combattre le groupe État islamique. Les membres de la coalition se rendront à Paris le 2 juin pour parler de la situation. Sur l'Irak comme sur la Syrie, la mobilisation internationale doit donc se renforcer très vite. Sinon, je le dis, on va vers une partition de l'un ou l'autre pays, voire des deux, avec de nouveaux massacres et des conséquences désastreuses. Et le temps presse. Pour l'instant, les frappes menées par la coalition internationale n'ont pas empêché l'État islamique d'avancer en Irak et en Syrie. Fort de dizaines de milliers d'hommes, l'État islamique a profité de la guerre civile en Syrie pour prendre le contrôle en 2013 de vastes régions du pays. L'organisation terroriste occupe désormais la moitié du territoire syrien. À Palmyre, ce mercredi, ils ont exécuté 20 hommes sur le site archéologique. Allez, on parle politique israélienne à présent. Une semaine après la constitution de son gouvernement, Binyamin Netanyahou enchaîne les limogeages de directeurs de ministères. Il continue également de scinder les portefeuilles en réduisant les prérogatives de ses ministres. Mais où va Binyamin Netanyahou? Daniel Haïk, je vous pose la question. D'abord, les faits. Les faits, c'est que Binyamin Netanyahou s'est doté d'un... Il est aussi, il faut le rappeler, à la fois ministre des Affaires étrangères et ministre des télécommunications, de la communication. Et donc, naturellement, il s'est doté d'un directeur général, de 2 directeurs généraux à ces 2 ministères, qui sont des hommes proches de lui. C'est presque tout à fait normal, c'est de bonne guerre lorsque l'on est encore plus Premier ministre. Et donc Binyamin Netanyahou a nommé Dori Gold directeur général du ministère des Affaires étrangères. C'est important parce que quelque part, il y aura enfin une sorte de coordination intense entre le Premier ministre, qui est ministre des Affaires étrangères, et le directeur des Affaires étrangères, et donc un travail plus efficace au niveau de l'information, de la possibilité de faire passer les messages d'Israël de manière cohérente, pas comme c'était jusqu'à présent avec Avigdor Lieberman qui faisait passer ses propres messages. Et avec la communication, c'est aussi un point important. Binyamin Netanyahou, il faut se rappeler, s'il a provoqué les élections anticipées en novembre dernier, c'était surtout à la suite du fameux vote concernant le paiement, le fait que le quotidien Israël Hayom était un quotidien gratuit, et cela avait considérablement excédé Binyamin Netanyahou et l'avait poussé donc indirectement à provoquer ces élections anticipées. Et donc Binyamin Netanyahou veut pouvoir contrôler, on va dire, le monde des médias, le monde de la presse, un peu plus qu'il ne l'a fait jusqu'à présent. Et donc c'est pour ça qu'il nomme un ministre. Également ces ministères-là, qu'il les maintient. Il se les octroie. Jusqu'à présent, Ofer Hakonis est ministre à l'intérieur du ministère des Communications. C'est un homme qui est proche, on ne peut plus proche de Binyamin Netanyahou, qui va mener sa politique, faire en sorte que, par exemple, le Israël Hayom puisse rester conserver ses prérogatives de quotidien gratuit pour pouvoir diffuser d'une certaine manière, en partie, une information en faveur du Premier ministre. Mais je crois que c'est de bonne guerre. C'est-à-dire il faut noter que le reste de la presse israélienne est une presse qui est, on l'a vu, même pendant la campagne électorale, extrêmement hostile envers Binyamin Netanyahou. Je veux parler du journal Yediot Aharonot, qui lui aussi mène une guerre de tranchées face au Israël Hayom. Et donc, quelque part, Binyamin Netanyahou essaye de se défendre à ce niveau-là. Il en a la possibilité. Il ne l'a pas fait tout de suite. Est-ce qu'on est en accord avec les valeurs démocratiques minimales de liberté de la presse? Vous savez, si on revient dans l'histoire d'Israël, on se rappelle que David Ben Gurion validait chaque bulletin des informations de Kol Israël dans les années 60. Donc la liberté de la presse, elle a été toujours aussi, à une certaine période aussi limitée, même si on n'en parlait pas à l'époque. Mais je crois que c'est de bonne guerre. Binyamin Netanyahou a souffert, lui, et on va dire même son épouse, plus qu'aucun autre Premier ministre, d'une certaine forme de partialité de la presse israélienne. Je parlais du Yediot Aharonot, on peut parler du Haaretz, on peut parler de la seconde chaîne de télévision, de la 10e chaîne, qui, on peut dire, parfois s'acharne sur le Premier ministre sur des sujets qui sont peut-être controversés. Pour finir, est-ce que la personnalité de Binyamin Netanyahou intervient là aussi dans ses décisions de s'octroyer des ministères qui lui sont chers, de scinder les portefeuilles en limitant les prérogatives de ses ministres? S'octroyer des ministères qui lui sont chers, c'est un fait. Scinder les ministères, c'est par la force des choses. Effectivement, il doit satisfaire l'ensemble de ses lieutenants au sein du gouvernement. C'est vrai qu'il préfère diviser pour
mieux régner. Et c'est aussi une volonté d'essayer de ne pas se doter d'un dauphin. On peut appeler ça le syndrome du dauphin. De Benjamin Netanyahou a peur de celui qui pourrait lui succéder. Ouais. Et dès qu'il devient menaçant, comme ce fut le cas pour Moshe Carlon, comme ce fut le cas pour Gideon Sa'ar et comme ce fut le cas également pour Gilad Ardan, eh bien, il essaye de réduire leurs prérogatives. Merci beaucoup, Daniel. Le chef d'orchestre israélien de renommée mondiale, Daniel Barenboim, vient d'annoncer qu'il met sa carrière entre parenthèses pour se consacrer à son activité politique. Ce militant de la paix ne s'essouffle pas. 72 ans, son portrait, Elsa Pariante. La paix comme priorité, c'est l'objectif que se fixe désormais Daniel Barenboim. Le pianiste et chef d'orchestre a en effet annoncé qu'il comptait désormais se consacrer à la promotion de la paix au Proche-Orient. Principal projet du maestro israélo-argentin, la création d'une école à Berlin destinée à des musiciens israéliens et palestiniens. Je suis tout simplement exaspéré, attristé par le fait que l'on ne voit pas que, bénédiction ou malédiction, nous vivons ensemble, les uns à côté des autres, certainement pas dos à dos. Une longue carrière marquée par cette volonté reconnue de promotion de la paix au Proche-Orient. À l'origine d'un orchestre où jouent ensemble des artistes des deux bords, nommé Messager pour la paix de l'ONU en 2007, chef d'orchestre d'un concert organisé à Gaza. C'est une foi en l'humain qui guide Barenboim dans ses initiatives. Deux peuples au destin liés, le refus de la violence palestinienne comme de la légende nationaliste israélienne. Des idées que l'artiste va continuer à faire vivre au travers de la musique. Julien, vous nous en dites un petit peu plus sur cet homme sulfureux. Alors tout d'abord, c'est un homme de paix. On va commencer par ce qui fait l'unanimité. On le voit dans ce portrait. En 99, il a créé avec un intellectuel palestinien un orchestre qui a regroupé des musiciens israéliens et palestiniens. Il a même créé un conservatoire à Berlin. C'était un vieux rêve. Il va ouvrir à l'automne 2016 pour des artistes du Moyen-Orient. Les travaux sont en train de s'achever. Ça va se terminer en mai. Il a joué dans plusieurs endroits symboliques. En 2005, il a joué à Ramallah. En 2009, il a joué en Égypte. Et en 2011, il a joué dans la bande de Gaza devant 300 personnes où il avait amené 25 musiciens. Ouais, mais Daniel Barenboim, c'est un homme habitué aux polémiques dans son propre pays. En Israël, il est considéré presque comme un traître. Oui, parce qu'en 2008, il a tout de même pris la nationalité palestinienne. En 2011, lorsqu'il a joué dans la bande de Gaza, c'était dans un contexte particulier. Le Hamas est déjà aux commandes du pouvoir. Gilad Shalit est toujours otage dans la bande de Gaza. Donc évidemment, ça crée des tensions. Et en plus, il avait joué le lendemain de la mort, de l'élimination d'Osama Ben Laden. Ben Laden qui avait été qualifié de saint combattant par le Hamas. Et en 2011, il avait joué du Wagner qui était adoré par les nazis. Il avait même déjà fait ça quelques années plus tôt à Jérusalem et l'association des familles des survivants de la Shoah avait qualifié cette décision de honteuse et de rupture de solidarité avec ceux qui ont souffert du nazisme. Merci Julien. Voilà, et la paix tarde à arriver, on l'a dit, dans la région. Et à défaut de trouver une issue diplomatique, eh bien, certaines initiatives s'emploient, elles, à rapprocher les deux peuples en les faisant mieux se connaître. Exemple, à Jéricho, en territoire palestinien, avec ce reportage d'Uri Shapira et Léa Volbert. Depuis toujours, l'Iran désirait visiter la ville de Jéricho, située en Cisjordanie, et considérée comme la plus ancienne cité du monde. Mais en tant que juif israélien, difficile pour lui de se promener librement dans les zones contrôlées par l'autorité palestinienne. La semaine dernière, son rêve est devenu réalité. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. J'avais entendu tant de choses sur cette ville qui est géographiquement si proche. L'Iran a participé à un nouveau programme binational, Tiyul Rila, un programme qui réunit Israéliens et Palestiniens le temps d'un voyage de 2 jours afin de leur permettre de mieux se connaître tout en visitant des sites historiques en Cisjordanie et en Israël. Nous avons créé un modèle autour d'un voyage à thème historique qui présente différents narratifs, différentes mémoires, différentes identités. Le concept de base est de dépasser les contingences politiques et d'apprendre à connaître l'autre partie, son histoire, sa culture, sa vision du monde. Voilà, on se quitte pour un nouveau point complet sur l'actu, juste après les tatouages qui font leur grand retour depuis que Johnny Hallyday a affiché fièrement un tatouage de sa femme nue. C'est devenu un accessoire de mode incontournable. On en parle juste après un nouveau journal qui vous est présenté ce matin par Eleanor Veil.
retour sur le plateau du Morning. Merci d'être avec nous ce matin. Bienvenue si vous nous rejoignez. Le rêve californien à la mode afghane. Ça donne le premier concours de surf d'Afghanistan. Et oui, un pays sans accès à la mer. Alors 12 surfeurs afghans se sont donné rendez-vous au Portugal qui accueille déjà chaque année le championnat autrichien. Maël Benoliel. Pas simple d'être surfeur quand on habite en Afghanistan. Une enclave d'Asie qui ne possède ni littoral et encore moins de vagues. Et pourtant, cela n'a pas empêché cette bande de surfeurs afghans amateurs d'organiser le premier championnat de surf d'Afghanistan. Une compétition mixte qui prend place ici au Portugal à une trentaine de kilomètres de Lisbonne sur le spot réputé d'Ericeira qui accueille déjà tous les ans le championnat autrichien. Organiser ce genre d'événements sportifs comme cette compétition nous sert aussi à construire les structures civiles nécessaires à la stabilité de notre pays. Et en même temps, cela nous permet de montrer une image plus complexe de l'Afghanistan, à l'opposé de ce que malheureusement on voit dans les grands titres de la presse. La guerre, la pauvreté et tout ce genre de choses. Nous montrons que l'Afghanistan, c'est beaucoup plus que cela. Reconnue par la Fédération internationale de surf, la compétition a aussi reçu le soutien du gouvernement afghan. Une compétition officielle au caractère amateur. Pour les 12 surfeurs en lice, dont 2 débutants, l'important est ailleurs. L'Afghanistan est un pays qui n'a pas de connexion à la mer. Donc pour les Afghans, c'est tout nouveau ce genre de compétition. C'est tout nouveau la pratique de ce genre de sport jeune et divertissant. C'est vraiment une bonne chose pour l'Afghanistan. On a beaucoup d'espoir, ce n'est qu'un début, mais regardons ce reportage dans 10 ans et on verra si cela devient vraiment important. Malgré des conditions climatiques peu favorables et un cruel manque de vagues, c'est l'organisateur en personne et président de la fédération de surf afghane, Afridoum Hamou, qui a remporté la compétition chez les hommes. Chez les femmes, c'est Sohal Bahmanesh qui s'est imposé. Les 2 gagnants pourront participer au prochain championnat du monde de surf qui prendront place au Nicaragua au mois de juin prochain. Le tatouage à présent, il n'en finit pas de séduire et de séduire même les stars. Johnny Hallyday s'est fait tatouer sa femme, Laetitia, nue. Alors quel tatouage pour quelle star? Quels sont les risques de cette mode qui s'est démocratisée? Betsabé, vous nous dites tout sur le tatou. Et oui, je vous propose de commencer avec quelques tatouages de stars. Justement, prenez Johnny Hallyday, 71 ans, donc qui s'est fait tatouer sur le bras sa femme, Laetitia, tant aimée, et accessoirement nue. On voit donc sur son compte Instagram, il a posté la photo. C'est l'œuvre du tatoueur américain Marc Maroney. Et alors, il faut savoir que là, le tatouage est inspiré d'une photo noir et blanc. Alors, sur son compte, quand il a publié la photo du tatouage, il l'a affublé de cette légende: mon nouveau tatouage, Endless Love, donc un amour sans fin. Alors, amour toujours, mais cette fois de la cuisine française. Un autre tatouage, c'est celui sur l'épaule gauche du chef Paul Bocuse. La photo date de 1990. Tatouer une choucroute non. Et non, un coq, cela dit, le coq, c'est bon aussi. Et puis alors la motivation peut être donc d'ordre amoureux, vu que ce soit les femmes ou la cuisine. Et puis il y a aussi les événements comme le Super Bowl. C'est selon Katy Perry, ça valait la peine de faire un tatouage. Elle a tatoué le nombre 49 en chiffre romain, 49 comme la 49e édition, sur son doigt. On va voir ce tatouage de plus près tout de suite. Plus difficilement dissimulable, les tatouages de Lady Gaga. Voilà ce qui est censé être un hommage à ses fans. Une main aux ongles de sorcière et gantée de dentelle qui tient un collier à toute une métaphore, n'est-ce pas? Et puis il y a les tatouages chargés de sens, donc comme ceux d'Ibrahimovic, attaquant du PSG. Donc des noms d'enfants, ce sont des tatouages pour la fin, des tatouages quand même pas trop chargés d'encre, puisqu'en fait il s'agissait de faux tatouages. Alors vous allez me demander, est-ce que le tatouage est à la mode ou
ou pas, hein. Est-ce que, comme vous disiez, est-ce que c'est seulement pour les camionneurs finalement les tatouages? Eh bien, il y a beaucoup de mannequins qui en portent. Et d'ailleurs, elle a sélectionné une série des plus beaux tatous. Vous allez pouvoir en voir quelques exemples sur vos écrans. Des tatouages qui restent quand même, on peut le voir, relativement fin, élégant, discret. Voilà, fini les coques et les femmes nues. Alors on le voit, hein, ça marche de plus en plus ces tatouages. Est-ce que c'est dangereux pour la santé? Alors qu'est-ce qu'un tatouage déjà? Eh bien ce sont des pigments et des colorants qui sont insérés dans la peau. Le problème c'est que la peau, elle aime pas trop ça, hein, recevoir des corps étrangers. Résultat, eh bien une réaction inflammatoire permanente puisque la peau, eh bien qu'est-ce qu'elle fait? Elle tente de se débarrasser de ces intrus. Sans compter qu'après la séance, eh bien les bactéries vont vouloir elles aussi s'insérer. Donc si l'hygiène n'est pas extrêmement scrupuleusement respecté, le staphylocoque par exemple peut venir s'immiscer aussi dans cette histoire. Et puis miam, des verrues virales aussi peuvent parfois apparaître sur les tatouages sans que l'on sache vraiment pourquoi. Et le problème le plus répandu, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est la réaction allergique. Qu'est-ce qui se passe? Le tatouage gonfle et il démange. Et oui, des réactions imprévisibles et, bonne ou mauvaise nouvelle, peuvent arriver aussi bien après la séance que 40 ans après le tatouage. Traitement, eh bien il faut enlever le tatouage par le laser ou la chirurgie. Oui, ça donne nettement moins envie d'en faire un. Il y a d'autres inconvénients aussi, hein? Alors, en dépit du regain du tatouage ces 20 dernières années, eh bien, le tatouage ne fait pas forcément bon ménage avec la technologie. Et oui, l'Apple Watch, la montre connectée d'Apple, ne fonctionne pas sur les personnes tatouées. Pourquoi? Eh bien, puisqu'elle ne peut pas détecter la peau grâce à ces petits capteurs à cause de l'encre du tatouage. Et connecté ou pas, sachez avant d'aller vous faire peindre la fesse ou l'épaule, et bien que près de la moitié des gens tatoués le regretteraient. C'est ce qu'a dévoilé une étude britannique publiée l'année dernière par la presse britannique. Une personne sur 6 même haïrait carrément son tatouage. Voilà, et on a vu sur cette photo un tatouage sur le pied de la première dame britannique, Exactement. la femme de David Cameron, qui en a un, elle aussi. Exactement. Peut-être elle le regrette maintenant, vu sa fonction. Rudy, je vous l'avais promis, vous avez un tatouage. Non, je question. n'ai pas de tatouage, mais c'est vrai qu'effectivement, Vous si aimez on s'est tatoué le nom de son ex, on peut effectivement détester son tatouage, quoi. Mais il y a aussi quelque chose d'addictif. Toutes les personnes qui ont un tatouage disent que ça commence par un tatouage et puis après l'envie d'en faire plus. C'est vrai. Avec les années, et voilà, il y a un côté addictif, donc il faut peut-être faire attention, parce qu'avec l'âge, c'est pas forcément. Et on conseille surtout aux parents de surveiller leurs enfants, en tout cas les ados, hein, puisqu'à 16 ans, 17 ans, 18 ans, on se fait tatouer un palmier, un bretzel, un éléphant, et puis à 25 ans, 35 ans, on regrette. Sans comprendre que c'est pour la vie. Merci, Betsabé. Un nom à présent, Clifford Owusu. C'est la dernière coqueluche du web. Ses vidéos sont suivies par des millions de fans. C'est un Américain chrétien. Il est né au Ghana et il travaille dans une association caritative juive. Daniel Campos avec Santi Fortis. Suffit-il d'un peu de musique et de danse pour faire rire? Pour Clifford Owusu, comédien d'origine ghanéenne, ces deux éléments sont les ingrédients principaux du succès. De la simplicité, un peu de vie de tous les jours, des clichés à tout va, ces séries en ligne, An African Home, un foyer africain, font le buzz. La danse, l'humour et l'optimisme ont gagné le cœur des internautes, qu'ils soient africains ou pas. Son succès viral a commencé en 2007 avec sa première vidéo filmée par son amie Nina, Clifford dansant au son de sa sonnerie de téléphone. Voilà pourquoi les Africains ne répondent jamais au téléphone à temps. Un sketch qui a été vu des centaines de milliers de fois, quelques semaines à peine, après avoir été téléchargé. Et comme ça a plu, il ne s'est pas arrêté. On compte de nombreuses autres vidéos humoristiques telles que « Comment réveiller un Africain ?» ou « Pourquoi les Africains prennent-ils autant de temps à se préparer ?» Dans ces vidéos, on retrouve souvent de la musique africaine comme le soukous congolais, le zoblazo ivoirien ou le dancehall nigérien, des beats que le comédien souhaite faire connaître en dehors de l'Afrique. Clifford vit aux États-Unis depuis l'âge de 6 ans. Au lycée, il n'avait aucune raison d'être fier de ses origines. Les étudiants africains étaient d'ailleurs souvent chahutés par les autres. Nombreux membres de sa communauté ont tenté de s'adapter à la culture américaine, mais leurs parents étaient tellement typés et attachés à leur culture qu'ils n'avaient aucun moyen de le cacher.
Clifford s'en sert d'ailleurs dans ses vidéos en imitant son père. That happened last night. In this house? Yeah, it was good. Like, it was good. Let me call you right back, alright? Sex in my house. No, Dad. Sa version de l'entretien pour obtenir un visa américain est aussi un grand succès. Can you tell me 10 of those states? Oh, New York, Oregon. What? Oregon, New Hampshire, Utah, Ohio, North Dakota, South Dakota, Delaware et Kentucky. Désormais, tout le monde le soutient dans sa carrière de comédien, mais à ses débuts, il rencontrait des réticences parmi les fidèles de son église, une autre source d'inspiration pour le comédien. Beer in the fridge? What beer? Aujourd'hui, Clifford Owusu est fier d'être africain, il aime la culture, il s'y sent connecté et pour sûr, il continuera de s'en inspirer. Angels bow before him. Ça vous a pas fait rire? Pas beaucoup, non. En fait, moi j'attendais la blague, je dois être un peu trop à télo, peut-être, je ne sais pas, j'attendais sans doute qu'on nous sorte 2-3 formules sympas, mais sinon c'était sympa la petite danse. Ouais, c'est un youtubeur. Oui, c'est un youtubeur en fait. comme en France Norman a explosé, etc. C'est-à-dire que c'est une manière pour des comédiens de se mettre en avant sans avoir besoin de producteurs, sans avoir besoin de télé. C'est aussi la force d'Internet. Bon, les fans ont ça montre aussi qu'on peut repasser en faisant d'une pierre deux coups. On peut danser, se faire prendre en photo et en même temps repasser. Voilà, pour celles qui s'ennuient en repassant, une idée, mesdames. Allez, on reste dans le monde d'Internet avec cette polémique à présent. On a appris cette semaine que l'artiste Richard Prince avait exposé et vendu entre septembre et octobre 2014 38 portraits qui étaient des photographies récupérées sur Instagram de personnes qu'il ne connaissait même pas sans leur demander leur avis. Et ça lui a rapporté gros. Oui, et surtout 100 000 $ par photo. Mais le fait que ce soit Richard Prince qui ait commis ce méfait n'est absolument pas anodin parce que Richard Prince, c'est l'artiste qui, justement, au cours de sa carrière, a posé le débat sur le droit d'auteur et il a fait ce qu'on appelle de la réappropriation, sa marque de fabrique. Alors, en clair, il détourne une photo, une image de pub qui existe déjà, fabriquée par d'autres, pour en faire une nouvelle œuvre d'art et il pose donc la question du droit d'auteur, c'est-à-dire à quel moment c'est du vol et à quel moment c'est une réinterprétation. Et plusieurs fois, il a eu affaire à la justice pour des histoires justement de droit d'auteur et il a été relaxé plusieurs fois pour avoir plaidé le fair use, c'est-à-dire un usage normal au nom de l'art et du détournement par l'art. Donc c'est un provocateur dans l'art et fin 2014, la galerie Gagosian a exposé 38 de ses photos Instagram, non pas de ses photos, mais photos Instagram très jolies. Alors ça, c'est des photos que j'ai prises sur Instagram. C'est juste pour vous montrer que finalement, il y a... C'est pas celle-là qu'il a vendue. Non, alors pas forcément, on va la voir dans un instant, mais là je suis allé voir juste des belles photos Instagram, c'est-à-dire qu'effectivement... C'est votre amour pour les animaux. Non, mais oui, il y a eu un chat, c'était pour Barbara, c'est vrai. Non, et donc voilà, ça pourrait être vendu, c'est pour prouver qu'il y a de belles choses sur Instagram. Alors l'expo et la vente se sont tenues dans le plus grand secret, donc c'était octobre 2014. Elle était réservée aux VIP de la galerie, c'est-à-dire les membres inscrits, une manière pour la galerie de ne pas créer le scandale à l'époque. Mais ces œuvres ont été réexposées à la Frieze Art Fair de New York et donc on vient d'apprendre l'existence de ces toiles. Elles font 1,20 m sur 1,65 m et elles ont été annotées par l'artiste. Il a mis un commentaire en dessous et donc surtout vendues 100 000 $, soit 91 000 € pour certaines toiles. Est-ce que les auteurs de ces photos ont réagi et porté plainte même? Alors ils peuvent porter plainte, mais surtout ils risquent de perdre. Ils risquent de perdre parce que ceux qui se sont reconnus dans les photos comme cette dame. Il a été sympa, il a pris des photos habillées, il aurait pu choisir des filles à poil. Non, parce que sur Instagram vous pouvez rien montrer, vous pouvez c'est très contrôlé. Une fesse ou ne passe pas, c'est automatiquement censuré. Mais ce que l'artiste veut dire, comme le dirait Maréchek, c'est que sur Internet, nos photos et notre image en fait ne nous appartient plus. Le message est là. C'est ça qu'il a voulu dire en fait. Oui. Elles appartiennent à tout le monde ces photos. Eh bien pas forcément à tout le monde parce que si vous les mettez sur un réseau social, eh bien elles appartiennent désormais au réseau social sur lequel vous avez posté la photo. Regardez par exemple ce qui est écrit dans les conditions générales d'utilisation de Twitter. L'utilisateur accorde à Twitter une licence mondiale avec le droit de reproduire, traiter, adopter, modifier, publier, transmettre le contenu à tous les médias. C'est on ne peut plus clair, mais
c'est encore plus compliqué que ça. Parce que le droit d'auteur en France protège chaque créateur et le droit d'auteur en France surpasse tous les autres droits. En clair, selon la loi française, votre photo, même si vous la mettez sur Facebook, ça reste votre photo et vous avez les droits. Mais Facebook et Twitter ont leur siège aux États-Unis et c'est là que ça change tout. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas obligés d'appliquer la législation française dans les pays dans lesquels ils proposent leurs services. En clair, quand vous mettez votre photo de coucher de soleil sur un réseau social, eh bien, vous dites adieu aux millions qu'ils pourraient engendrer. Donc, Richard... Même si on est en France. Même si on est en France. Mais alors après, ça va être plus compliqué puisque l'entreprise, c'est une entreprise américaine et elle n'est pas obligée de respecter le droit français. C'est le fameux flou d'Internet. Donc, en tout cas, Richard Prince, en vendant 100 000 €, ses photos volées, nous aura prévenus. Voilà. On ne peut pas écrire un copyright, ça ne change rien si on écrit un copyright sur la photo. Merci beaucoup Rudy, merci Betsabé, merci à vous d'avoir été avec nous. On va se retrouver pour mon plus grand plaisir dès demain. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Tout de suite un nouveau point complet sur l'actu. Portez-vous bien.